Salut les croqueurs de ballon, bienvenue sur Terre Terre. Aujourd'hui, et là pour une fois c'est vrai, une émission un petit peu spéciale. Parce que là on est samedi, il est quoi 17h, et la vidéo sera en ligne dans normalement 2 heures si tout va bien. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire ça, vraiment longtemps, faire des débriefs de matchs pro. Nous à la base on s'occupe plutôt du foot amateur, là on voulait faire du foot pro. On va commencer, c'est un essai, vous me direz ce que vous en pensez, et si c'est bien on en fera d'autres. Trêve d'intro, on va direct sur le vif du sujet. Aujourd'hui le sujet... C'est le sujet dont tout le monde parle depuis quelques jours, l'élimination catastrophique du PSG face à Manchester United. J'ai voulu prendre quelques jours pour avoir vraiment le temps de prendre du recul, faire une analyse vraiment intéressante. Le but, c'était pas non plus de gueuler comme toutes les émissions de télé avec des consultants qui gueulent des conneries. C'était vraiment d'apporter une analyse un peu plus profonde. Donc on va essayer, modestement. Vous me direz ce que vous en pensez également. Vous m'excuserez, j'ai mes petites notes devant moi parce que justement, il y a beaucoup de choses. Donc j'ai des petites notes, je vais régulièrement les consulter. En tout cas, on commence tout de suite. Pour lancer le truc, j'ai voulu prendre une phrase de quelqu'un, je sais même plus c'est qui a dit ça, que je trouvais très intéressant, qui dit qu'on ne peut pas valider un procédé selon le résultat, et que l'être humain a tendance à vénérer ce qui finit bien parce qu'il a été bien fait. Dédicace à Didier Deschamps. L'idée c'est qu'en gros le même procédé peut avoir différents résultats, c'est-à-dire que tu peux faire la même chose, une fois ça va marcher, une autre fois ça va pas marcher. Donc c'est un peu trop facile d'être le prophète de l'après-coup et dire ouais je savais que ça allait pas marcher. Bah non, avant-coup. Le premier point qui de toute façon est la base de la problématique du PSG, c'est que dès le début, dès l'arrivée des Qataris, l'objectif a été annoncé, c'était gagner la Ligue des Champions. C'était pas monter un grand club, c'était pas progresser petit à petit, c'était gagner la Ligue des Champions. Et c'est la compétition la plus difficile, c'est plus dur encore que la Coupe du Monde. Même si ça a lieu tous les ans. Et le problème c'est que, et ça j'imagine très bien, les joueurs ils se projettent toujours sur cet objectif-là. C'est-à-dire là ils sont en 8e ou qu'ils soient en quart, la victoire, c'est pas leur objectif. La satisfaction, elle viendrait que de la victoire finale. Et ça, en fait, ça conduit à jouer le match avant le match, ce qui est hyper difficile. Là, on l'a bien vu, ils se considéraient comme déjà qualifiés. Et en l'occurrence, ça s'est retourné contre eux. Moi, je me souviens d'avoir vécu cette désillusion plusieurs fois avec ma propre équipe. Je vais donner 2 exemples. Il y avait une fois, on était en Ligue 2-5. On a un match qu'on mène très facilement. À la mi-temps, on mène 7-1. Donc 7-1 à la mi-temps en 5, tu dis c'est bon, c'est dans la poche. Pourtant, je me souviens qu'à la mi-temps, avoir dit aux gars, les gars, il ne faut pas qu'on se déconcentre, le match il n'est pas fini, il faut qu'on termine le truc, etc. Et les gars répondent ouais, tout le monde est sur la même longueur d'onde, et puis la deuxième mi-temps se passe, sans qu'on s'en rende compte, et là pour le coup c'est assez bizarre, sans qu'on s'en rende compte, ils ont remonté 7-2, 7-3, 7-4, et nous, j'ai pas souvenir qu'on ait particulièrement mal joué ou fait n'importe quoi, c'est juste qu'on s'est oublié. C'est-à-dire que pour nous, le taf avait déjà été fait et ils sont remontés à 7-7. On a fini le match 7-7 contre une équipe qui était bidon. J'ai un deuxième exemple en tournoi, un tournoi qu'on était parti pour gagner, c'est-à-dire qu'on avait vraiment une grosse équipe, l'objectif c'était la victoire finale, un peu comme le PSG avec la Ligue des Champions. Donc pour nous, 8e de finale, quart de finale, c'était pas intéressant. Donc on fait le taf, en poule on voit qu'on est là, on est présent, on a le niveau pour gagner, on arrive en 8e de finale, on est contre une équipe qui est pas très forte, on mène 2-0, les choses se passent bien, on se prend un but, pas de panique et on va machin, et en fait, sans qu'on se rende compte, on s'endort un petit peu dans un faux rythme aussi, et à la dernière minute, on se prend un vieux but de casquette, 2-2. Et là, ça commence à s'énerver, on se gueule dessus les uns les autres, c'est à cause d'un tel, toi t'as mal fait, il fallait changer ci, il fallait faire ça. Au final, on arrive au penalty, et à cause de notre énervement, etc., on a perdu, je crois, 3-0 ou 5-0 la séance de penalty. En gros, on n'en a marqué aucun. Et c'est ce genre de truc où là, je me suis dit, mais c'est exactement la même situation Paris. C'est-à-dire que pour eux, le taf était déjà fait. Il n'y avait aucune possibilité logique qu'ils perdent. Ils étaient au-dessus à tous les niveaux, techniquement, physiquement. Ils avaient leur effectif. Même s'il manquait Neymar et Cavani, ils avaient leur effectif. Manchester United était décimé. Déjà que de base, avec leur équipe au complet, ils étaient plus faibles que Paris. Mais là, avec leur équipe B, voire équipe C, pour tout le monde, et moi inclus, le taf était fait. Et là, il fallait juste conclure. L'idée que moi j'ai analysée par rapport à ça, c'est que justement, il fallait conclure. Et moi, quand je me dis, ok, je suis le PSG, j'ai une équipe de ouf, on a vu qu'on était bien au-dessus de Manchester, et en plus, il leur manque tous leurs meilleurs joueurs, notamment tout leur milieu de terrain, ce qui est un élément essentiel, évidemment. Donc, comme je dis, c'était même pas l'équipe B, parce que l'équipe B, c'est au moins on va dire, un joueur cadre sur chaque ligne, en défense, au milieu, en attaque. Là, ils n'avaient aucun joueur de leur milieu, ils n'avaient pas Pogba, ils n'avaient pas Herrera, ils n'avaient pas Matic. C'était la merde, en fait. C'était clairement la merde. Donc, c'était l'équipe C. Et donc, moi, je me dis, je suis PSG, ce match, je dois le gagner 5-0. C'est pas juste, on doit valider la qualification.
Avec ma logique, je me dis, ce match, il faut le gagner 5-0, éventuellement 5-1. Enfin, tu vois, il faut leur mettre un tarif, montrer la différence de niveau. Et c'est pas ce qu'ils ont réalisé, c'est pas ce qu'ils ont essayé de réaliser. Je pense qu'ils ont été trop dans la gestion, clairement. Ils ont voulu sécuriser leur truc sans faire de vagues, sans se prendre la tête. Et à aucun moment, ils se sont dit, on va dominer. Ils ont dominé dans la possession, ils ont eu même 80% de possession à un moment, mais c'est pas ça dominer. Je suis d'accord quand certains disent ouais, ils ont pas porté leur couille, on l'a vu à mille occasions. En l'occurrence, je suis pas forcément d'accord sur certains points. Premier point, je pense qu'ils voulaient sincèrement gagner. Se qualifier, gagner ce match. À mon avis, il n'y a aucun joueur professionnel, aussi riche soit-il, aussi aisé soit-il, qui vient en disant ouais, je m'en fous de gagner. Non, ils veulent gagner, c'est des compétiteurs. Deuxième point, je pense que par rapport à la défaite, ils sont tous sincères dans leur tristesse. On peut penser qu'ils s'en foutent et qu'à l'image de Rabiot qui allait en boîte le soir même, mais lui c'est un cas un peu particulier, ils étaient tous vraiment tristes, ils étaient tous vraiment déçus, vraiment dégoûtés. C'est pas la question. Le problème c'est qu'ils n'étaient pas venus pour terminer Manchester United. Ils étaient venus pour valider leur ticket de parking en fait. Et ça c'est la différence. Comme les gens pensent maintenant après coup que le coach de Manu avait préparé une tactique, que en fait en gros pour moi c'est pas vrai. Le coach de Manu il avait une équipe éclatée. Il a mis tout ce qu'il pouvait mettre. Carrément il a appelé des enfants tellement il était en galère de joueurs. Carrément il a demandé au putain merde j'ai un trou de mémoire. Comment il s'appelle déjà? Putain excusez-moi j'ai un trou de mémoire sur le milieu de terrain de Manchester United qui a pris sa retraite et qui est maintenant l'adjoint. Il lui a dit ouais tu veux pas jouer s'il te plaît je suis en galère de milieu de terrain. Et ils en ont rigolé. Croyez pas que Solskjaer il avait une tactique où il a dit genre j'ai lu quelque part qu'en gros ça l'arrangeait qu'il domine pas jusqu'à les 10 dernières minutes comme ça au moins il pouvait marquer à la fin et Paris avait pas le temps de revenir. Et voilà la logique, c'est faux et archi faux. Quand t'es en match de foot tu peux pas calculer on veut marquer que dans les 10 dernières minutes, c'est impossible. Quand tu marques quand tu peux. S'ils avaient pu marquer 3 buts dès les 5 premières minutes, ils l'auraient fait. S'ils avaient pu marquer 3 buts en première mi-temps, ils l'auraient fait. En fait, tu marques dès que tu peux. Il n'y a personne qui va te coacher en te disant « Surtout ne marquez pas !» Parce qu'après, ils vont pouvoir revenir. C'est un risque, effectivement. Si Manchester United avait dégommé Paris 2-0 au début, les mecs de Paris seraient probablement énervés pour revenir. Mais tu ne peux pas prévoir ce genre de truc, c'est impossible. Donc moi, je pense qu'il est venu avec ce qu'il pouvait. C'est-à-dire, il a dit « Bon, bah, on a une équipe claquée. » Donc on va être un peu solide derrière, on va mettre Martial, Rashford et Lukaku devant et balancer des longs ballons et Inch'Allah ils vont faire un truc. C'est tout ce qu'ils ont essayé de faire, c'était une tactique avec les moyens du bord. La différence c'est que Paris aurait dû, encore une fois, écrabouiller Manchester United parce qu'ils avaient les moyens pour. Ils avaient le niveau physique et technique et tactique pour écraser 5-0 cette équipe. Et ils ne l'ont pas fait. Donc en fait, ils se sont mis eux-mêmes dans la merde. La preuve, tout le monde l'a bien vu, Manchester a eu 0 occasion. Les 3 buts, c'était 3 buts offerts par le PSG. Les 3-1. Et Manchester n'a pas été dangereux d'aucune manière pendant tout le match. D'ailleurs, les seules frappes cadrées de Manu, c'était celles qui ont été frappes déviées qui ont mené au but, penalty et je sais plus. Ouais, enfin, en gros, les 3 buts, bref. Voilà, je reprends mes notes un petit peu pour reprendre le cours. Par rapport au match, ce qui s'est passé, ce qui n'est pas compliqué, on l'a tous vu. Le premier but, qui est, à mon avis vient du fait que Kehrer lui-même, dans sa situation, il n'est pas en confiance. D'ailleurs, ça, je pense que c'est une erreur de coaching. Il n'aurait pas dû être titulaire, parce que tout le monde le voit depuis le début de saison qu'il n'est pas en confiance. Kehrer fait une passe un peu foireuse. Pour le coup, en plus, si vous regardez le ralenti, malheureusement, j'ai pas les images à vous balancer, mais si vous regardez le ralenti, vous voyez que autant la passe de Kehrer est foireuse, autant Thiago Silva est en avance sur Lukaku pour attraper la passe, mais il accélère pas, il trottine. Ce qui fait que Lukaku voit l'occasion, accélère, double Thiago Silva et va marquer le but. Mais pour moi, ça c'est pas autant, mais en tout cas c'est aussi la faute de Thiago Silva, qui aurait dû accélérer et jamais laisser revenir Lukaku. Lukaku c'est un tank, tu peux pas dire que Lukaku il va prendre de vitesse Thiago Silva. Thiago Silva on sait qu'il est rapide, il aurait dû accélérer, on l'a vu qu'il l'a pas forcé. Vous connaissez tous la situation quand vous jouez, quand tu as une équipe qui est un peu pas très solidaire, il y en a un qui fait une passe foireuse, le mec au lieu de se buter pour récupérer l'erreur de son coéquipier, il va genre vas-y t'es relou, tu m'as fait une passe pourrie. Et en fait l'autre, Lukaku a profité de l'occasion pour planter son but. Fin de la parenthèse. Le premier but a semé le doute. Voilà, la première chose c'est clairement ça. On parle souvent de l'ADN, etc. Là l'idée commence à faire son chemin que
cette espèce de loose commence à rentrer dans l'ADN de ce nouveau PSG. Malheureusement, je pense que c'est un peu le cas. Quand il y a le premier but qui est rentré, et même s'ils ont égalisé après, il y a eu cette idée, comme Inception, qui s'est mise dans leur tête. Oh putain, est-ce qu'on va pas refaire une connerie? Et on l'a vu sur les 3 buts, c'était ça. Tu le voyais dans leur regard un peu égaré, un peu flou. Oh putain, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de refaire les mêmes conneries qu'avant. Ça va pas recommencer. Ça va pas revenir encore sur nous. Et ça contamine même les nouveaux, en fait. Même ceux qui n'étaient pas là pendant la remontada. Même Neymar, même Mbappé qui n'étaient pas là. Tu le voyais dans leur regard un peu égaré. Ah, c'est pas possible. Une petite parenthèse là-dessus, justement sur Mbappé, j'avais prévu d'en parler plus tard, mais là j'ai fait la transition que je vais dire. Mbappé, on voit que lui, il a un peu le vent en poupe depuis longtemps. On dirait que les vents sont derrière lui et le poussent. C'est-à-dire tout lui réussit. Ça marche bien, sa carrière explose, tout va bien pour lui, il a une très bonne image, il gagne la Coupe du Monde, il marque des buts, il est on fire, tout lui sourit. Et là, on l'a vu à la fin du match du PSG, on a l'impression que dans son regard, il s'est dit « Ah putain, en fait, l'ADN de la poisse de ce PSG, il a été plus fort que son ADN à lui de win, de Golden Boy Mbappé. » Et tu le voyais en disant « Putain, en fait, ma chance à moi, elle ne peut pas contrecarrer la malchance du club. » Et je pense d'ailleurs qu'à ce moment-là, forcément, il a l'idée qui traverse l'esprit, il faut que je me barre d'ici. Il faut que je me barre d'ici au plus vite parce que visiblement, cette poisse, elle est trop puissante. Et si je veux réussir ma carrière, il faut que j'aille dans un club qui a un peu plus de chance. Bon, c'était une parenthèse. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le poids de l'histoire récente du PSG, des nombreuses malchances qui leur sont tombées dessus, que ce soit la remontada évidemment, mais aussi même le fait de perdre contre Manchester City alors qu'ils étaient au-dessus, le fait de perdre contre le Real alors qu'ils avaient dominé, et même si ça c'est encore différent, le Real c'était très fort, mais toutes ces malchances-là, même avant, ils faisaient de bonnes prestations, que ce soit contre le Barça à l'ancienne, etc. Mais il y avait toujours un côté, ah on n'a pas de chance, on n'a pas eu le truc qui fait qu'on a pu passer l'étape supérieure. Et du coup, tu te dis, bah, en fait, simplement, maintenant, les joueurs sont contaminés par cette peur de perdre qui fait que ça précipite la défaite. C'est terrible, mais je pense qu'à notre échelle, on a tous connu une fois ou deux en disant, ah, en fait, on va perdre, on est en train de faire n'importe quoi, et en fait, voilà, c'est ce qui arrive au final, quoi. Maintenant, hormis le match en lui-même, un petit passage sur le PSG et au final, une analyse sur le PSG et sa gestion. Très modestement, encore une fois, je ne suis pas à l'intérieur, donc je ne vois pas ce qui se passe à l'intérieur, que le regard extérieur. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a bien vu que le PSG a essayé plein de choses, a essayé de changer de coach. Ils ont changé de coach plein de fois, ils ont changé de directeur sportif, ils ont changé des joueurs. Ça n'a rien changé au final à leur histoire. Le seul point inflexible qu'on a vu, qui reste, c'est le management. C'est Nasser El Khelaifi et le management. Du coup, même ça, je pense qu'on commence à le voir un petit peu, le doigt commence à un peu se pointer vers lui. Est-ce que c'est ça le problème? Honnêtement, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que Nasser, bon, on voit que c'est un vrai fan de foot, que c'est un vrai fan du PSG, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. On voit que c'est un mec de valeur humaine. C'est-à-dire qu'on voit qu'il aime sincèrement ses joueurs et qu'il a le seum vraiment quand ils font de la merde, mais qu'il est vraiment derrière eux. Et peut-être que c'est ça qui joue des tours. On l'a vu plusieurs fois pour le coup, où là, je pense que le management du club a vraiment fauté. On l'a vu plein de fois, plusieurs erreurs grossières, que ce soit dans le mercato, que ce soit dans la gestion des joueurs, des crises. Clairement, on voit que le PSG, c'est un peu un club med pour les joueurs. L'exemple le plus frappant, c'était la gestion du cas Serge Aurier, qui avait insulté le coach Laurent Blanc. Dans n'importe quel club qui se respecte, le joueur, il dégage. Chez le PSG, ils ont bégayé pendant je ne sais pas combien de jours, ils n'ont pas respecté le coach, ils ont fini par le punir vite fait en équipe réserve. Carrément, Nasser est parti le voir jouer en équipe réserve alors qu'il ne fait jamais ça, et ce qui est normal, tu ne vas pas voir l'équipe réserve, pour ensuite le réintégrer un mois après seulement en match de Ligue des Champions. Ça, pour le coup, c'est une gestion catastrophique. Et depuis ce cas-là, je pense qu'ils ont franchi une barrière, justement une limite, où les gens se sont dit, en fait, les joueurs sont beaucoup plus puissants que le club, ou en tout cas, les joueurs ont l'appui du club, et donc sont plus puissants que les coachs. Et ça, c'est un problème. C'est un vrai problème. Et là, tu dis simplement, en fait, si le club n'a pas su gérer un mec, entre guillemets, insignifiant comme Serge Aurier, qui n'a aucune valeur business ou sportive au-delà d'un certain niveau, comment ils peuvent gérer Neymar, Mbappé, etc. S'il y en a un qui fait sa diva, on le voit encore aujourd'hui avec le cas Rabiot. Est-ce qu'il a fait sa diva ou est-ce que simplement ils l'ont maltraité? Au final, on n'en sait rien, on n'est pas dans les coulisses, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est mal géré.
c'est vraiment très mal géré. Et même le côté, on le voit bien, le côté vacances de Neymar qui se blesse tous les ans et va faire la fête au carnaval à l'anniversaire de sa sœur, ça aussi c'est pas normal. Et tu vois que des fois ils essayent, genre ils sont limite obligés de le forcer pour qu'il vienne voir ses coéquipiers, faire un quart de finale retour. Ça c'est un autre point. Le PSG aujourd'hui, c'est la hype parisienne. C'est un club qui est soutenu par les hipsters, par les m'as-tu vu, par les arrivistes, par les jet-setters. Ils sont soutenus par Cyril Hanouna, par Teddy Riner, par des Sarkozy, des mecs... Encore Sarkozy, c'est un cas particulier, il est fan de longue date, mais... en gros, tous les gens qui veulent se montrer vont voir le PSG. Et on l'a vu, ceux qui étaient derrière Manchester United au Parc des Princes, Eric Cantona, Patrice Evra... Sir Alex Ferguson, des anciens coachs, des anciens joueurs qui viennent voir leur club qui a pourtant d'énormes chances de se faire éliminer à l'avance. Ils perdent 2-0, Paris est beaucoup plus fort, ils viennent soutenir leur club. C'est-à-dire qu'ils sont là en vrais supporters sincères. Alors que PSG, c'est les m'as-tu vu qui sont là. La Corbeille, c'est que des mecs qui veulent se montrer. Donc ça, c'est un truc qui montre encore le manque de prestige de l'institution PSG. C'est-à-dire que autant ils sont très forts en termes de business et d'image, ils dégagent quelque chose d'extrêmement fort. On le voit à chaque collection qui sort, un truc, tout le monde se rue dessus. Ça cartonne. Mais il y a un côté où, encore une fois, l'institution Paris Saint-Germain n'est pas assez respectée, que ce soit par les joueurs ou par les... Ouais, surtout par les joueurs en tout cas, mais en tout cas par la manière dont leur storytelling est géré. Je sais pas comment le dire, mais en tout cas, quand tu joues à Manchester United, même si ton équipe elle est claquée, même si l'équipe actuelle est quand même en dessous des standards de cette équipe-là, tu as un côté, il faut que je respecte cet héritage. Mais il y a un héritage à Paris. Il y a un héritage, mais bizarrement, on voit quand Zlatan disait que Paris n'existait pas avant, je pense que beaucoup de joueurs pensent comme ça, ils s'en battent les couilles de l'héritage. Rai, Ronaldinho, Diego Cocha, Paoletta, ils s'en battent les couilles les mecs. Pour eux en fait c'était des enfautillages. Le club c'est vrai qu'il est jeune, il a 48 ans, c'est très très jeune pour un club de foot, mais c'est pas une raison pour que les joueurs ne respectent pas l'institution. On l'a vu avec la lettre des ultras parisiens qui était extrêmement virulente. Là on sent que tout le monde en a un peu marre de ce côté un peu Club Med. Après, le foot, c'est un milieu qui est... moi, je le connais pas au très haut niveau, mais je le connais quand même à un certain niveau. Et autant, je peux dire que c'est vrai que le foot, c'est un milieu impitoyable. Les agents sont des salauds, les clubs traitent les joueurs comme de la merde très souvent. Et donc, les joueurs grandissent avec cette idée-là. C'est-à-dire que c'est normal que les mecs soient un peu chacun pour sa peau. Parce que le milieu du foot les a dressés comme ça. Tu peux pas... on peut dire l'amour du maillot et tout, mais les clubs, c'est des salauds avec les joueurs. Ils n'hésitent pas à les jeter comme de la merde. Donc les joueurs aussi se protègent en étant comme ça. Et là, ce qui est sûr, par exemple, c'est que dans la tête de tous les joueurs du PSG, et là je dis bien tous, quasiment, aujourd'hui, il y a des réflexions sur qu'est-ce que je fais ici et est-ce qu'il ne faudrait pas que je me barre. Je pense que c'est... Et en même temps, je comprends. Dire que le club, c'est un peu n'importe quoi. Les mecs sont des compétiteurs, ils veulent gagner et ils voient qu'avec Paris, c'est compliqué. Bon, c'est bien beau de là balancer sur PSG, dire des choses méchantes, etc. Pour moi, il n'y a pas que du négatif. Ils ont quand même fait réaliser des choses qui sont extraordinaires depuis leur arrivée, les Qataris. Encore une fois, après la remontada, par exemple, on pensait que personne ne voudrait plus venir au PSG. Et ils ont réussi à recruter Neymar et Mbappé, qui, même si, par exemple, Mbappé, il est fortement critiqué maintenant parce qu'il n'a pas fait un très gros match contre Manchester United, ou Neymar parce qu'il se blesse tous les ans, etc. Mais ça reste des joueurs extraordinaires qui vont encore progresser. Il faut juste un peu qu'ils se remettent dans cet esprit un peu combattant. Et ça, c'est qu'une question de management. Donc c'est possible, il ne faut pas croire, c'est pas forcément changer les hommes qui va changer le truc. C'est changer la philosophie, la logique et tout ce qu'il y a de conceptuel et de philosophique derrière le club. C'est-à-dire vraiment l'identité, pour le coup, je sais même pas, du coaching. En tout cas, la manière dont les joueurs sont gérés. Je bégaye un petit peu, mais en gros, je pense que vous voyez un peu l'idée. Hein. Il y a une idée, il y a quelque chose, il y a une idée de jeu une idée de manière de jouer qu'il faut pousser, en fait. Je vais parler un peu maintenant des solutions. C'est bien beau tout ça, parlons de solutions. Je ne sais pas combien de temps je parle, mais 20 minutes apparemment, ça fait déjà. Donc parlons de solutions. Il y a un truc qu'on dit souvent et qui est un peu vrai, c'est que les bons sportifs sont souvent soit très idiots, soit très intelligents.
Parce que les gens qui sont moyennement intelligents, et peut-être que moi je m'inclurais dedans par exemple, c'est des gens qui ont tendance à trop réfléchir et pas de la bonne manière. Quelqu'un qui est un peu idiot, un peu simplet, on va dire, t'as l'impression que le mec il est bête comme tout, mais en fait il joue que d'instinct, il se prend pas la tête, il subit pas la pression, il fait son jeu et puis c'est très bien pour lui, il est heureux comme ça. On connaît tous des profils comme ça. Les gens qui sont très intelligents analysent beaucoup, mais de la bonne manière. C'est-à-dire que c'est quelqu'un par exemple qui va, quand il va avoir le ballon, il y a 3 choix qui se présentent à lui, il va analyser les 3 choix et faire le bon choix. En fait, les joueurs qui sont moyennement intelligents peut-être, ou en tout cas qui ont moyennement le niveau, je vais donner un exemple, tu arrives au balle au pied face à face avec le gardien. Ce qui arrive très souvent, c'est qu'au début, tu vas te dire, attends, je vais lui mettre un plat du pied là, et après tu vas dire, ah non, en fait, je vais lui mettre une lucarne là, ou alors je vais le dribbler, et en fait, du coup, tu bégayes entre les 2 ou 3 choix, et tu finis par faire un entre-deux, et le gardien te prend la balle. Et en fait, tu dis, merde, j'aurais dû suivre mon premier instinct. Effectivement, suivre le premier instinct, ça marche souvent plus. Tout ça pour dire que aujourd'hui, on demande à ces joueurs du PSG, qu'on les traite de stars et de divas et de mecs qui mouillent pas le maillot, blablabla, de se remettre en question. Je suis d'accord, en fait, les sportifs, ils doivent se remettre en question, ils doivent se poser des questions, ils doivent tenter d'y répondre, mais c'est pas quelque chose que tu fais pendant un match. Et ce qu'ils ont tendance à faire, Paris, c'est faire ça pendant les matchs, ce qui les paralyse. En fait, ce genre de questions, tu dois les poser avant, entre chaque match, pendant ta saison, toute ta vie, toute ta carrière, tu dois te poser des questions, te remettre en question, mais pendant un match, tu dois être dans ton match, tu dois penser à rien d'autre. Le match, il n'est pas fini. Et là, clairement, les mecs de Paris, c'était ça. C'était pour eux, le taf était à peu près fait. Ils jouaient, mais en mode automatique. C'est-à-dire que, notamment Verratti, par exemple, on voyait comment il jouait de manière très stéréotypée. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Très stéréotypée, pardon. C'est-à-dire qu'il faisait son jeu, mais en fait, il se posait pas forcément les bonnes... Enfin, il était en mode automatique, et du coup, il faisait des mauvais choix. C'est-à-dire qu'il faisait toujours la même chose. Et il s'est fait contrer 2 ou 3 fois à cause de ça. Et ça, c'est la preuve de mecs qui, en gros, n'étaient pas à fond de leur match. Ils ne se sont pas arrachés pour écraser la concurrence, pour tuer le match, pour marquer 1 ou 2 ou 3 buts d'écart, pour être sûr que le truc soit fini, quoi. Posez-nous une question. Qu'est-ce qui serait passé si PSG avait gagné la Ligue des Champions il y a 5 ans, par exemple? Qu'est-ce que tu fais après ça? T'as plus de trucs au-dessus. Tu vas faire quoi? Regagner la Ligue des Champions tous les ans? C'est impossible. Real Madrid l'a gagné 3 années de suite, c'est un cas incroyable, exceptionnel, qui se reproduira peut-être jamais. Enfin, je dis pas, mais je veux dire, ça, c'est quelque chose qui clairement se reproduit très rarement. Tous les clubs, 80 ou je sais pas combien de clubs qui participent à la Ligue des Champions chaque année, se butent et veulent la gagner. Et il n'y a qu'un prétendant par an et c'est quasiment jamais le même. Cette année, bon là, ce sera plus le Real, ce sera qui? Ce sera pas Paris en tout cas. Bon, franchement, chapeau à celui qui peut dire aujourd'hui qu'il va gagner la Ligue des Champions. Il y a bien quelques favoris, hein. C'est sûr que des clubs comme la Juve, le Barça, etc. Mais en fait, tu sais pas. Tu sais pas. Peut-être que Lyon va éliminer le Barça, peut-être que l'Atlético va éliminer la Juve. Qui, sincèrement, peut penser que le championnat de France, la Ligue 1, a une quelconque valeur pour les supporters et pour les joueurs du PSG? Ça fait je sais pas combien d'années qu'ils le gagnent. Ça a quasiment plus aucune valeur. Le truc, là aujourd'hui, ils vont être champions et probablement gagner une coupe et tout le monde s'en bat les couilles. C'est clairement une saison d'échec. Pourtant, ils vont faire un doublé. Mais le truc, c'est que dans la mesure où ils n'ont pas encore gagné la Ligue des Champions, ça reste un trophée incroyable, un challenge, un truc un peu héroïque à réaliser. Un jour, ils le feront, c'est sûr. Et le jour où ils le feront, tout le monde repensera aux échecs passés en disant oh, « Putain, c'était quand même incroyable. Toutes les galères, tous les malheurs qu'il y a eu, il fallait en passer par là. » Et en fait, au final, c'est dramatique. Mais en galérant comme ça, PSG, hein, il est en train d'écrire sa propre légende. Parce que moi, j'ai beaucoup de facilité à imaginer une vidéo un jour, quand ils auront gagné la Ligue des Champions, où tu verras toutes les images de pleurs, de mecs allongés sur le terrain, des échecs incroyables, de la remontada, de la défaite contre Manchester, blablabla. Et tu te diras, waouh, on y est enfin arrivé, c'est un truc de ouf. Alors que s'il l'avait gagné à 3 ans, ou 5 ans, ou 8 ans, dès que les Qataris étaient arrivés, et ben en fait, on se dirait, en fait, non, la Ligue des Champions, c'était vite fait. Et en fait, si tu la gagnes pas tous les ans, et ben en fait, c'est pourri. Il n'y a plus aucun challenge, il n'y a plus aucun intérêt. Et en fait, là, ce qui est sûr, et croyez-moi, je pense que là, Paris n'est pas prêt de la gagner. Et un jour, ils vont arriver en demi-finale. Mais quand ils vont arriver en demi-finale, ils vont aussi devoir subir le poids de leur histoire. Ce sera la première fois qu'ils arrivent en demi-finale. Ils vont forcément jouer la peur au ventre. Et un jour, ils vont arriver en finale. Et la finale, c'est encore un autre truc. Moi, je suis quasiment sûr que leur première finale, ils vont la perdre. C'est un peu l'histoire qu'il veut. L'Atlético Madrid, ils ont monté une équipe de fous. Ils ont perdu 2 finales de suite de Ligue des Champions.
Le Real Madrid, ils en ont gagné 3 de suite. Et ils ont attendu je sais pas combien d'années avant de la gagner. Pendant 5 ans de suite, au début des années 2000, non, milieu des années 2000, ils perdaient en huitième de finale le Real Madrid. C'est dur aujourd'hui, mais là, PSG est en train d'écrire une belle histoire. Et une belle histoire, c'est une route sinueuse. Ça va pas tout droit comme ça. C'est des échecs, tu te relèves. Des échecs, tu te relèves. Ce qu'on peut penser, c'est que l'image qu'on a de ces joueurs du PSG, c'est des stars surpayés. Ils sont surpayés, ça c'est clair. Les paillettes, le côté justement un peu club med, genre on respecte pas le club. S'ils gagnaient cette Ligue des Champions comme ça ferait que renforcer cette image. Ce serait pas le club qui gagnerait la Ligue des Champions, ce serait Neymar, ce serait Mbappé, ce serait etc. Nous, on veut que le club gagne la Ligue des Champions. Et moi, je pense que ces blessures-là, ces défaites, ces échecs, ça les rend un peu plus attachants. Ça leur met, là, comme dirait Marquinhos, ils mangent leur merde un petit peu. Ça les met un peu, comment dire, ça les met la gueule sur le sol. Ça leur fait un retour sur terre et ça fait du bien. Même si là, pour le coup, clairement, moi, j'aurais préféré gagner. Ah, on ne sait pas quand, mais un jour, il y aura une belle fin. Et ce ne sera pas la fin, parce que la Ligue des Champions, c'est tous les ans. Mais en tout cas, il y aura une belle fin. Et on la kiffera, parce que justement, ça aurait été la gueule. Voilà. J'en finis sur ça, j'ai pas pu dire tout ce que je voulais et probablement que c'est un peu confus parce que c'est la première fois que je fais ce format. Mais j'espère que au moins ça va déclencher des réactions, des idées. N'hésitez pas à échanger. Je réponds à tous les commentaires en dessous de la vidéo. Je compte sur vos encouragements parce que c'est expérimental pour nous, pour Terre, pour moi. Là, je suis tout seul aujourd'hui, mais les prochaines fois, on sera ensemble pour d'autres sujets. En tout cas, à la base, nous, c'est le foot amateur, mais le foot pro fait quand même partie de la vie des footballeurs amateurs. Donc, s'il y a moyen d'en parler, on le fera. On compte vraiment sur vous. Moi, j'espère que vous allez. Si vous avez kiffé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire. C'est de ça qu'on a besoin pour vivre. Et voilà. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Et voilà. Merci. Ciao.